Alors, si nous considérons aussi l'histoire, toujours, nous devons aussi constater que l'histoire ne s'avance jamais de façon frontale, comme un glacier mais majestueux. L'histoire, elle s'avance plutôt de côté, comme un crabe. Et que pourquoi? Parce que les grands changements historiques partent d'innovations, lesquelles innovations, si elles ne sont pas écrasées, produisent un premier mouvement déviant, évidemment, créent une tendance qui, si cette tendance se développe, se fortifie, va devenir une force historique. Il en est aussi de tous les grands fondateurs de religion. Jésus, au départ, avec quelques disciples, une petite déviance au sein, enfin, l'une des tendances au sein d'un monde juif déjà très pluraliste de l'époque. Il a fallu qu'arrive un accident, un événement inattendu, c'est-à-dire que Saül, devenu Paul devenu Paul de Tarse, c'est une révélation, et non seulement est la révélation de la vérité du message de Jésus, mais le transforme en non plus message pour le peuple élu juif, mais pour l'humanité, avec sa parole fameuse, il n'y a plus de juifs ni de gentils. Bon. Donc, vous avez ce phénomène, et puis prenez l'histoire de Mahomet chassé de la Mecque, réfugié à Médine, et qui pourtant, en très peu de temps, va réussir à conquérir l'Arabie, et dont les descendants, d'une façon fulgurante, vont conquérir l'Ouest, l'Est et l'Ouest de... Mais ce qui est vrai pour des fondateurs de religion est vrai aussi pour le développement de la science moderne. La science moderne commence de façon extrêmement modeste au XVIIe siècle, avec quelques esprits qui correspondent les uns avec les autres, et puis à la fin de ce siècle se crée la première société scientifique, la Royal Society anglaise. Les sociétés royales se multiplient. Au XIXe siècle, les sciences entrent dans les universités, et aujourd'hui, non seulement elles sont partout, dans l'État, dans les entreprises, mais la science est devenue une force formidable qui joue un rôle déterminant dans le devenir de l'humanité. Alors, nous voyons que tout commence toujours de façon déviante et, quelque sorte, est produit un processus de désorganisation et de nouvelle organisation. Les deux sont liés. Par exemple, le développement du capitalisme et de l'économie au XIXe siècle conduit à la désintégration de toute une société traditionnelle agricole en Angleterre d'abord, puis après ça va être en Allemagne, puis en France. C'est-à-dire, il faut détruire un monde ancien, se détruit en même temps que s'opère la gestation d'un monde nouveau. Et puis, n'oublions pas, j'ai parlé des catastrophes qui sont arrivées au cours de l'évolution biologique. Parlons des catastrophes historiques. C'est un vrai cataclysme qui, avec l'arrivée des Espagnols armés d'armes à feu, détruit non seulement l'importante civilisation des Aztèques, mais aussi celle des Incas du Pérou. Nous avons vu au XXe siècle l'effondrement des grands empires, empire ottoman, empire austro-hongrois, puis après empire soviétique. Bon, voici le cadre dans lequel nous sommes. Et disons que les crises sont elles-mêmes des moments de progression des incertitudes. Quand vous avez par exemple une crise ministérielle, le gouvernement démissionne, vous êtes incertain de savoir quel sera le chef du gouvernement ou le ministre futur. Et quand vous avez une crise sociale, vous ne savez pas comment elle va se résorber, si le pouvoir reprendra le dessus et retournera à l'ordre ancien, si au contraire il y aura des réformes, si au même il y aura une révolution ou une subvention. Bref, les crises
ce sont des moments d'incertitude, et d'autant plus intéressant qu'il y a deux mouvements contraires au sein des crises. D'un côté, il y a une prise de conscience que les anciennes solutions ne fonctionnent plus, ne marchent plus, qu'il faut trouver du nouveau, et c'est un appel à l'imagination et à la création, ou bien au contraire, la crainte de la crise va favoriser des solutions mythologiques, voire magiques. On va chercher un bouc émissaire responsable de la crise, on va essayer de trouver un sauveur providentiel qui va sortir de la crise. Donc, vous savez, on ne sait pas si la crise sortira un progrès ou au contraire une régression. Et aujourd'hui, nous sommes, on peut dire, dans un état de crise planétaire à multiples aspects, puisque il y a aussi bien des facteurs politiques, économiques, démographiques, religieux, sociaux, qui sont entremêlés, et nous ne savons pas si de cette crise va sortir une grande répression, ou peut-être va émerger une société d'un type nouveau, qu'on pourrait appeler une société monde. Alors, donc, nous vivons non pas dans l'incertitude absolue, mais dans un monde où il y a des certitudes locales. Je l'ai écrit, je dis, nous naviguons sur un océan d'incertitude, mais à travers des îles et des archipels de certitude, et il faut évidemment, sinon, si nous n'avons pas quelques certitudes, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à parier, dans le sens de pile ou face, pas au hasard. Non. Donc, le vrai problème, c'est comment agir, justement, comment affronter les incertitudes. Alors, là-dessus, il y a quelque chose d'important dont il faut prendre conscience, c'est ce que j'ai appelé l'écologie de l'action. Qu'est-ce que ça signifie, l'écologie de l'action? Ça signifie que quand une action est décidée, est entreprise, elle dépend non plus de la volonté et de celui qui l'a lancée, mais du jeu des interactions au sein du milieu social, milieu politique, pour parler des affaires humaines, où elle se déroule. Il est évident que, par exemple, la loi du contrat de première embauche dépend aujourd'hui non plus seulement ou plus principalement de la volonté de son initiateur, mais de toute une série de jeux qui s'opèrent sous nos yeux en ce moment dans notre société. Alors, l'écologie de l'action, ça veut dire que il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions pour faire de bonnes actions. Ou bien même, il ne suffit pas d'avoir de mauvaises intentions pour que les actions soient nécessairement mauvaises. Il faut tenir compte de tout ce contexte. Et les exemples sont innombrables en politique. C'est une réaction aristocratique qui a provoqué par un processus en chaîne, finalement, la Révolution française qui a détruit l'aristocratie. Hirschman a très bien vu certains aspects de l'écologie de l'action en disant tout d'abord une action peut avoir des effets pervers, c'est-à-dire des effets contraires à ce qu'elle espérait. Elle peut montrer au contraire l'inanité de l'innovation. On croit innover quelque chose et puis en réalité on ne change rien selon la formule. Plus ça change, plus c'est la même chose. Ou bien au contraire, les résultats obtenus peuvent être extrêmement dangereux. Mais ce qui est très important, si on est conscient de l'écologie de l'action, c'est de savoir que l'action que nous décidons, plutôt que la décision que nous prenons, relève du pari. Nous faisons un pari, c'est-à-dire nous devons être conscients que nous ne sommes pas sûrs des résultats. Si je veux travailler à la fraternité humaine, nous devons être conscients que nous ne sommes pas sûrs des résultats. Si je veux travailler à la fraternité humaine,